Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle interview et j'ai l'honneur de recevoir Fabien Lemoine. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter? Je suis joueur de foot professionnel déjà tout d'abord. Commencé ma carrière en 2007. Voilà, j'ai signé ici à Versailles pour un an. Et voilà, je suis très content de l'aventure. Passer en fait de la Ligue 1 à la nationale, est-ce que ça a été une claque? Non, c'est pas une claque à partir du moment où t'es aussi lucide sur le monde du foot, qui a quand même évolué depuis quelques années. Avant, t'avais quand même des étapes. Il y avait des très 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 bons, même des très talentueux, on va dire, à 18, 19 ans, commencer à jouer. Maintenant, aujourd'hui, 15 ans, 16 ans, tu sais pro. Il y a plus cet entre-deux entre le centre de formation et le monde pro, où là, il y avait, on appelait ça stagiaire pro à l'époque. Pour les clubs, on va dire, qui ont un peu moins de moyens, déjà, c'est pas facile de garder tes talents, parce que tous les gros clubs viennent chercher à la source maintenant. Et à partir du moment où moi, j'ai fait toutes ces années-là en Ligue 1, je sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Un joueur comme moi de 35 ans, si tu le prends, tu vas lui donner un salaire, mais derrière, le retour sur investissement, à la sortie, tu sais très bien que tu vas pas le revendre 2 millions, 3 millions d'euros. Donc à partir de ce moment-là, je savais que la Ligue 1, c'était mort, je jouais le maintien avec Lorient. Et en fait, vu que ça s'est pas bousculé en Ligue 2, j'ai eu quelques touches, mais après, il y avait la situation géographique aussi qui faisait que moi, ça n'allait pas. Et donc après, tu te retrouves sur des projets nationaux, plus ou moins ambitieux. Je suis là, à Versailles, ça y est, j'avais trouvé que ça pourrait vraiment être intéressant. Je te dis, discours ambitieux, discours énergique, et puis la facilité de pouvoir aussi, de pas être loin de chez moi. Mais parce que du coup, tu es breton et c'est même là où tu as été formé à Rennes. Quelle place ça a la Bretagne pour toi? Est-ce que dans ta carrière, ça a vraiment beaucoup influencé tes choix? Non, bah, je joue à Rennes, donc forcément, oui, ça se passe bien. Je suis chez moi, la vie est facile. Après, quand j'ai mon accident, ça change un peu la donne parce que je joue moins et moi, faire ce métier-là en étant sur le banc, ça m'intéresse pas en fait. Moi, j'ai envie de vivre les émotions à fond. Donc, je pars du principe que quand tu es titulaire, le match, c'est pas le même que quand tu es sur le banc. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'était le bon timing et Saint-Étienne pour moi, là, dans ma jeunesse, c'était un peu le club, on va dire, que j'adorais en France. Moi, il y avait Rennes forcément, mais l'autre club en France que j'adorais, c'était Saint-Étienne par rapport à la passion, le stade, les supporters et tout. Et donc quand ils arrivent et qu'ils me disent non, on veut te récupérer, bah c'est bon, c'est tout de suite oui, Ouais. feu, on y va. Tu as parlé du coup de ton accident tout à l'heure, donc c'était en 2010 face à Nancy. Est-ce que tu peux revenir sur du coup ce qui s'est passé et sur toute cette période parce que c'est quand même ça a façonné ta carrière derrière aussi. C'est ça, on en parlait dernièrement. Tu parles d'un joueur, tu vas dire, ah oui, lui, il a fait ça, ça, il a gagné ça, il a fait ci, il a fait ça. Tu tapes mon nom, ah, c'est celui qui a perdu un rein, tu vois. Ouais. Donc, voilà, après, il doit être connu pour quelque chose, hein, mais, c'est pas forcément pour mes qualités footballistiques, tu vois. Donc non, voilà, c'est un match comme les autres, et puis sur une action comme ils s'en passent régulièrement, en fait, c'est un dégagement de gardien. Je saute et puis si tu veux je suis orienté avec voilà, en sautant je lève mon bras forcément pour prendre mon élan. Le flanc je me protège pas forcément et puis le joueur arrive pour jouer le duel aérien et puis bah il arrive un peu avec le genou en avant et comme ça se passe régulièrement il me percute voilà sur le côté et puis tout de suite voilà j'ai le souffle coupé, je suis pas bien, mais je pense plus à peut-être une côte ou un truc comme ça. J'ai vraiment très très mal, c'est très douloureux. Mais je ne dis pas, en même temps, je n'avais jamais entendu non plus ça, fracture du rein. Je sais qu'on a deux reins, mais après, voilà. Et puis voilà, ça, je suis sur le terrain, il y a le médecin du club de Rennes. Voilà, il commence à palper le ventre, tout ça. Et puis je rentre au vestiaire, et puis arrivé au vestiaire, 10 minutes après, arrivé au vestiaire, il palpe et tout. Il sent que c'est très très dur. Et en fait, lui, il a déjà eu un épisode comme ça, lui, qui s'est passé. Et il sait qu'il y a un truc qui est pas clair. Et donc, je suis transféré direct à l'hôpital à Nancy, je fais les examens, puis au scanner, voilà, il revient, après il a du scanner, et puis il me dit, femme, t'as fracture du rein. Je dis, ok. Et quand on fait un plâtre, on fait. Et il me dit, non, mais c'est très grave. C'est très grave. Donc là, tu vas rester ici, et on va te suivre, on va voir ce qui se passe, tout ça, si on peut vous maintenir, si on peut garder, si on doit opérer. Donc il m'explique un peu de tout, et je lui dis, bah, voilà, on m'enlève, et puis c'est parti. Tu vas me dire, ah, mais on pense pas à court terme forcément. Là, t'es plus joueur de foot, là, t'es un homme, et puis voilà, on pense à la suite, à l'avenir.
Donc c'était 2010, donc j'ai 23 ans. Et puis au bout de 4-5 jours, le professeur il arrive et me dit t'as pu conserver, il dit, voilà, il faut qu'on nettoie, il faut qu'on opère. On n'a pas le choix que quoi qu'il arrive d'enlever tout. Donc vous aurez plus qu'un. Ok, après de toute façon tu acceptes, hein, T'as pas le choix. voilà. Et donc après je me fais opérer, et puis derrière, parce que c'était 5 jours d'enfer, derrière ça s'est remis petit à petit en place, et au bout de 15 jours, je suis rentré chez moi, et puis j'ai commencé un peu tranquillement à remarcher doucement, parce qu'au début c'était voilà, je mangeais, j'allais dans le canapé, je me dormais, je m'allongeais. À la remise en route petit à petit, il y a un choc comme ça, une opération classique, donc puis dans ma tête, j'étais programmé, je voulais arrêter le foot. Ouais, Je me c'est suis ça. dit, je vais tout arrêter. J'ai pas eu de chance une fois. Franchement, j'avais jamais entendu ça. Donc je me dis, franchement, j'ai la poisse, quoi. Donc ouais, je me dis, attends, il me reste plus qu'un. En fait, j'ai l'appréhension de me dire, attends, demain je saute de l'autre côté. Bam, tape dans l'autre côté, j'ai plus rien. Donc la peur aussi de se dire, qu'est-ce que je vais faire? Moi, c'est ça que je veux faire. En fait, et aujourd'hui, je suis pas prêt, clairement, à prendre un virage comme ça à 180 et changer de voie complètement, arrêter le foot. Non, c'est pas, je l'ai pas vu comme ça. La peur aussi du vide, forcément. Hein. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Faut reprendre les études, essayer ça, le foot, le jeu, la passion, tout ça, ça me manquait. Et je suis retourné au charbon, l'éducation, avec le kiné, le doc. Et puis après, retour sur le terrain. Et 4 mois après, je rentre en Ligue 1. À peine un an après, tu signes quand même dans ton club, comme tu disais, ton club Et d'enfance, ton club voilà, de c'est cœur. ça, même pas 10 mois après, 11 mois après, au final, je signe à Saint-Étienne. Est-ce que c'est la meilleure période de ta carrière, santé, notamment la saison 2013-2014 où vous vous qualifiez en Europa League, t'es dans le 11 de la Ligue 1 de l'année. Sur les 6 années à Saint-Étienne, j'enlève la dernière, j'enlève la première. La première, on a fini 7e, c'était honorable. Hein. Mais les 4 saisons suivantes, notamment les deux 2012-2013, 2013-2014, même 2014-2015, on se qualifie toujours pour la Coupe d'Europe, on est dans les 5 premiers en permanence. Je fais des grosses saisons, on fait plus de 40 matchs par an. Ça a été vraiment la période la plus intense en termes de niveau, de performance individuelle, performance collective, aussi d'intensité de carrière, parce que tu joues tous les 3 jours avec la Coupe d'Europe, donc t'es toujours en déplacement, à droite, à gauche, t'es rarement à la maison, mais au final, bah, ça te va bien, parce que tu vis ta passion. Je dis pas que ça me va bien d'être comme chez moi, c'est pas ça, mais t'es à bloc avec ton équipe, tes collègues, et puis on a tellement une super ambiance, on n'était pas les plus talentueux, mais on avait vraiment cette équipe avec une grosse solidarité, une grosse dépose d'énergie. On était des fois un petit peu à la limite parce qu'on était une équipe assez agressive. Ça correspondait, on va dire, à nos valeurs et aux valeurs aussi que demandait le Chaudron, notamment les supporters stéphanois qui sont à cheval sur le gain de soi, sur le fait de mouiller le maillot. Et nous, là-dessus, on n'a jamais touché. Comment ça se passait en fait dans le vestiaire? Parce que c'est vrai que comme tu dis, vous aviez l'air très soudés en fait. Très soudés, mais c'était très simple. Ok. C'était très très simple. On avait plein de joueurs qui étaient un peu aussi un peu extravagants, parce qu'un mec comme Aubameyang, c'est pas quand tu le vois comme ça, si tu vas sur fond Insta ou si tu vas, je sais pas, c'est peut-être pas forcément le mec entre guillemets le plus simple d'apparence, mais humainement, il pouvait rien nous arriver tellement on était hyper contents de se voir. On arrivait le matin, on mangeait le petit-déj tous ensemble déjà. Après, il se passait entre le petit-déj et l'entraînement, peut-être aller 1 heure et demie. On n'était pas les plus gros bosseurs en salle. Notre génération, notre bande là, où on faisait tous les matins jouer aux cartes. Donc c'était tarot tous les matins. On était une dizaine à peu près à jouer au tarot. On avait plusieurs niveaux, il y avait la Ligue 1, la Ligue 2, le National. Donc, toutes les semaines, il y avait les 2 premiers qui montaient, les 2 derniers de la partie qui descendaient. François Clair, Jérémy Clément, Jonathan Brison, Loïc Perrin, Renaud Coad, Anouma, Paul Bess, Brandao, Ali Alonso. En fait, on prenait un plaisir. Et puis après, chaque déplacement, dans l'avion, ça jouait tout le temps aux cartes. On arrive à l'hôtel, on joue aux cartes. T'étais bon? J'ai démarré, je savais pas jouer. Au bout de quelques mois, j'étais souvent en Ligue 1. Mais c'était vraiment voilà, une grosse partie de plaisir, de fou rire. Et puis, bah, quand on était en déplacement en Coupe d'Europe, c'était toujours pareil. Notamment à Manchester, vous avez joué à Old Trafford. On a joué à Old Trafford. Et puis après, le truc, c'est qu'on était aussi très connectés à l'extérieur. C'est-à-dire que, voilà, on jouait notamment le jeudi soir en Coupe d'Europe, en Europa League. On a vu des déplacements, partir en Ukraine, à Dnipro, là. On joue le jeudi à 21h, tu rentres le vendredi et à Saint-Étienne, on arrivait dès 5h du mat. Ils nous laissaient, on avait entraînement à 11h, donc on allait dormir, on allait à l'entraînement. Le vendredi soir,
on se faisait chez les uns, chez les autres, apéro, tous ensemble, avec voilà, les joueurs avec qui on s'entendait bien, apéro, repas, les femmes, les enfants le vendredi, et puis des fois on finissait à 3h du mat le vendredi, enfin le samedi matin, et le dimanche, on remettait ça, et voilà, et on gagnait les matchs. Ça nous a animé quand même le fait d'être aussi connecté à l'extérieur. Je dis pas les apéros, mais d'être connecté à l'extérieur, et comme on était pour la plupart des bons vivants, bon bah forcément l'apéro, le vin, ça faisait partie un peu de notre pas de notre rituel, mais de nos ambiances un peu festives, et surtout quand tu gagnes les matchs, t'es content de te retrouver, il y a des anecdotes qui ressortent, tu reparles du match, et puis le dimanche, tu entraînes le lendemain matin, le dimanche tout le monde est déterminé à mettre le couvert et à s'arracher, et puis voilà, à repartir avec la victoire. En fait, on se sentait vraiment puissant chez nous. Ouais. À Saint-Étienne, on sentait qu'on avait une grosse force de frappe. Les équipes adverses avaient quand même, je pense, nous craignaient aussi un peu. Alors forcément, ça aide. On s'aimait tous les uns les autres. Et puis chez nous, voilà, avec l'ambiance, le stade, je veux dire, tu fais pas les efforts pareils quand t'as 30 000 personnes derrière qui poussent et quand à un moment donné, c'est un peu vide. C'est dur. Là, on avait vraiment une grosse force de frappe à domicile qui faisait que on gagnait beaucoup de matchs. Si tu devais retenir un moment dans ta carrière, que ce soit sur le terrain, hors terrain, ce serait quel moment? C'est sûr que la victoire en Coupe de la Ligue avec Saint-Étienne, c'était un gros moment parce que c'était dans un club comme celui-là qui attendait un trophée depuis des dizaines d'années. Bah forcément, ça marque quand tu arrives le lendemain pour célébrer le trophée, montrer la coupe et que tu vois les gens qui sont là sur tout le chemin du bus où voilà, on pouvait pas avancer, c'était full. Ah, forcément, tu te dis, ouais, t'as marqué ton nom un peu sur dans ce club-là, le fait de ramener un trophée après ces longues années de disette. Et puis, il vient concrétiser vraiment une période hyper intense avec Saint-Étienne aussi, même si c'était 2013, donc c'est 2 ans après mon arrivée, mais avec ce groupe-là. On savait qu'à la fin de saison 2013, il y allait y avoir pas mal de joueurs qui allaient partir, notamment Obama, qui allait partir. On avait Joshua aussi, Guilaoui, qui allait être forcément sollicité. Donc il est parti aussi. On savait qu'un mec comme Kurt Zouma aussi. Donc on savait que voilà, il y avait beaucoup de joueurs importants de l'effectif qui allaient partir. Importants aussi au niveau personnalité parce que c'était des joueurs hyper importants dans le vestiaire, soit qui mettaient l'ambiance, qui mettaient la musique, voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie vraiment aussi de tout ça. Quand t'avais Obama, Max Gradel, Joshua qui se mettaient à danser, tout ça, voilà, avec la musique. T'arrives le matin, t'as un peu la tête dans le cul, tout ça, t'es déçu d'un truc qui s'est passé la veille chez toi ou je sais pas quoi. Les mecs, ils sont tout le temps la banane. T'as l'impression qu'ils sont tout le temps heureux, peu importe ce qui se passe chez eux, t'as l'impression qu'ils sont tout le temps la banane et ils rigolent tout le temps. En fait, ça te met l'énergie fun, quoi. Et donc, du coup, voilà, on avait vraiment envie avec ce groupe-là de gagner quelque chose. Et donc, ça a été un moment vraiment hyper important. Et tu penses que cette ambiance-là, comme tu l'as décrit, d'investir vraiment très soudé et qu'il y a tout de même quelques libertés, parce que vous laissez quand même prendre des apéros, vous coucher à 3h et avoir entraînement le lendemain, dans un monde où aujourd'hui le foot, on demande aux joueurs d'être de plus en plus robotisés, on leur demande d'avoir une hygiène de vie impeccable, de pas sortir, de se coucher à 21h. Est-ce que tu penses que c'est problématique aujourd'hui pour les prochaines générations de foot de ne plus avoir en fait ce côté, comme tu le dis, relation extérieure dans un vestiaire en fait? En fait, pour moi, c'est un peu travailler sérieusement, être consciencieux, être prêt mentalement, parce que t'es obligé de faire des sacrifices. Je veux dire, à un moment donné, moi j'ai plein de potes qui ont fait, je sais pas, entre 16 et 19 piges, les boîtes, les machins. Je veux dire, je suis quasiment jamais sorti, à part quand j'ai commencé à jouer en pro, ou des fois après un match, on est arrivé, ouais, l'équipe, on a fait un gros match, ce soir on se retrouve à tel bar, machin, et puis après il y a repos dimanche, et on reprend lundi après-midi. T'es jeune, heureusement encore. Heureusement que t'as le droit à un moment donné parce que si t'as pas ça et que tu te mets dans ta bulle, alors peut-être ça peut marcher pour certains, mais sur le long terme, je pense qu'à un moment donné ça peut exploser. Et donc t'as besoin de ces moments quand tu pars en stage l'été, t'as un stage de prépa, voilà, tu t'entraînes, tu fais 20 travaux par jour, c'est dur, c'est physique, tout ça. À la base, le coach, il y a un soir, où il dit les gars, ce soir, quartier libre. Et puis demain matin, on avait peut-être prévu ça, et au final, reposez-vous, on bossera cet après-midi. Parce que le but, c'est pas non plus profiter, et le lendemain, on arrache tout, et puis t'as 3 mecs qui pètent, quoi. Parce qu'à un moment donné, t'as tout perdu, quoi. Pour moi, ça, c'est la base. Après, si t'as un entraîneur qui dit, je vous laisse quartier libre. Par contre, c'est 00h ou 1h, tout le monde à l'hôtel. J'ai envie de te dire, ouais, mais c'est là où on va commencer à rigoler. C'est là où on va commencer peut-être à créer des choses entre nous. Je dis pas que l'alcool fait qu'à un moment donné, tu crées des choses. Mais tu crées une ambiance, tu crées un truc
dans le vestiaire, entre toi et les autres joueurs, les nouveaux qui arrivent aussi, parce que tu connais peut-être d'autres mecs, il y a des nouveaux qui vont arriver. Des fois, le mec, il est un peu, je reprends mon cas aussi, peut-être un point d'observation, tu sais pas trop, mais une soirée comme ça, où tu rigoles avec tout le monde, tu bois quelques canons, tout ça, mais après, le lendemain, tu vois plus pareil. Les autres, tu vois plus pareil, parce qu'enfin, hier, super, machin, on a rigolé, là. Et en fait, tout de suite, du coup, ça peut te faire rentrer aussi un peu plus encore dans le groupe, et tout de suite, toi, t'es plus libéré aussi, parce que des fois, arriver dans un club, les premiers jeux, les premières passes, en fonction du club où t'arrives. Et je pense que ce genre de choses fait qu'à un moment donné, ça peut te faire accélérer des intégrations. Ça peut te faire passer, et notamment les stages de prépa, où tout le monde dit c'est bien de faire un stage, parce qu'au moins, on est tous ensemble en permanence, 24-24, et c'est ça qui m'a le plus marqué à Saint-Étienne. Il y a eu un derby contre Lyon qui a été très spécial pour toi parce que tu rentres en fin de match et tu reçois 2 énormes coups alors que tu reviens de blessure. Ouais, je reçois un tacle. Le premier, c'est le jeu. Voilà, quand tu touches un mec comme ça, tout le monde tombe. Donc voilà, c'est un peu de vice, on va dire. Rachid Guézad, plus comme ça, je tombe en arrière, il prend deuxième jaune, rouge. Forcément, ça anime un peu le truc. Après, le deuxième, voilà, il y a voilà, le tacle. Là, je pense clairement que le joueur, voilà, il m'a fait rouge, il est repli. Moi, j'étais pas dans une bonne spirale non plus. Je jouais loin. Ouais, j'ai aussi mon caractère, donc forcément, quand je joue moins, je suis pas forcément content de ma situation, ou content de mon temps de jeu. Donc du coup, c'était un peu plus difficile. Aussi, personnellement, c'était plus difficile. Et puis, voilà, je dis, vas-y, c'est quoi, je sors du terrain. C'est un geste fort quand même de sortir du terrain. Ouais, c'est un geste fort, je sais pas, je pense après coup, je me dis, c'était pas la bonne chose à faire, parce qu'au final, ça amène rien, si ce n'est que, t'enlèves un joueur à ton équipe, donc potentiellement t'handicapes ton équipe. Mais en fait, ouais, même moi, 2 filles qui se sont touchées, et j'ai dit, c'est stop, je sors de là, je prends ma douche, je rentre chez moi. Et Tolisso, tu lui as parlé depuis? Est-ce que tu lui en veux, par exemple, pour ce tacle? Non. Après, si j'étais parti avec la jambe sur l'épaule, peut-être que, ouais, je en aurais voulu. Mais là, non, ça peut arriver, malheureusement, qu'à un moment donné, 2 filles se touchent. Moi, apparemment, ça m'est déjà arrivé aussi que, tu commences à dégoupiller, il y a rien qui va, t'es pas bon. Derby en plus. L'équipe, voilà, ça tourne pas comme tu veux, tout ça. Donc, tu es de plus en plus frustré, puis à un moment donné, quand elle monte, et puis voilà. Après, il y a aussi du spectaculaire, parce qu'il arrive un peu de côté, un peu de derrière. Et là, du coup, il m'embarque, je me retrouve sur le dos. Mais ça reste quand même un geste hyper dangereux. Et du coup, là, la suite, c'est quoi, après Versailles? La saison prochaine, par exemple? Moi, j'avais signé un +1 sur un paix. Mathématiquement, c'est pas mort, mais avec la défaite contre le Red Star la semaine dernière, ça va être très, très compliqué. Après, maintenant, physiquement, j'ai été même parfois surpris parce que je pensais que ça allait être peut-être un petit peu plus dur vu que j'avais pas fait de préparation. Je me suis dit, arrivé comme ça, mi-septembre, waouh, à court de forme, je vais mettre combien de temps à me mettre dedans, voilà. Et puis au final, ça s'est très bien passé. Je suis vraiment satisfait de ce que j'ai pu faire, de la saison. C'est dommage collectivement que sur certains moments clés, on n'ait pas réussi à faire la différence, parce que je pense qu'on aurait pu être dans la course encore à l'heure actuelle. Si on monte pas, je me retrouve en fin de contrat. Si le projet continue pas ici avec Versailles, il va falloir penser à la suite. Ce milieu-là, pour moi, c'est mon milieu, donc voilà. Dans tous les cas, tu veux rester dans le foot, soit en joueur ou autre chose. Moi, j'aimerais bien, voilà, s'il y a l'opportunité de pouvoir faire une saison de plus, pourquoi pas. Ouais. Mais après, je veux pas bouger pour bouger. Donc c'est vrai que aujourd'hui, clairement, si c'est pas à Versailles, je vais penser à la suite. Voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver un challenge après, pas forcément orienté vers tout ce qui est purement entraîneur. Plus, on va dire, tout ce qui est coordination sportive, même tout ce qui est relations partenaires, ça c'est vraiment un métier qui me plaît bien. Sans être vraiment trop imprégné en tant qu'entraîneur où t'es clairement dedans à gérer vraiment le vestiaire purement. Quand t'es un peu autour, tu pars une approche un peu différente, où forcément oui, t'as l'œil pour parler performance. Ce que je parlais tout à l'heure, l'environnement général du joueur, pour que le joueur soit vraiment, qu'il donne satisfaction et qu'il soit le plus performant possible. Et pour ça, il faut que derrière, il ait zéro souci. On espère te voir longtemps dans ce secteur-là, du coup, après. On verra. Merci à toi, en tout cas, pour cette interview. Pas de soucis. Merci à toi. Et c'était très cool. Un peu de matière et que. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Pas de soucis.